Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus jusqu'à nous et on a le privilège en plus d'être enregistré aujourd'hui pour être diffusé sur la chaîne du service de la Mutualité Limousine qui nous accompagne dans ce projet. Donc nous souhaitions aujourd'hui mettre en avant la journée mondiale du diabète parce que hormis cette journée, dans l'année, on n'entend pas beaucoup parler du diabète. Et pourtant, c'est une maladie qui est autour de nous et forcément tout le monde ici connaît quelqu'un dans ses proches ou lui-même qui est atteint de cette pathologie. Donc c'est l'occasion aujourd'hui pour la faire connaître un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est que le diabète exactement ? Le diabète, c'est une définition qui est biologique. C'est avant tout un diagnostic que l'on fait sur une prise de sang. Et selon la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, des années 2000, le diabète se définit comme 2 glycémies supérieures ou égales à 1,26 g à jeun, ou bien une glycémie supérieure à 2 grammes à n'importe quel moment de la journée. Donc vous voyez que juste avec une prise de sang, on dépiste le diabète, mais que sans prise de sang, on ne peut pas officialiser le diagnostic. Alors, qu'est-ce que c'est que le diabète ? Le diabète, c'est avoir un excès de sucre dans le sang. C'est ça. Et donc, ça va faire intervenir plusieurs organes qui ne fonctionnent pas de manière optimale et qui créent ce climat de glycémie ou de taux de sucre qui n'est pas normal dans le sang. Pour cela, plusieurs organes sont impliqués, qu'on verra un petit peu plus tard, mais notamment le foie, le pancréas et les muscles. Puisque le glucose, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, eh bien le glucose, c'est le substrat, c'est un petit peu comme l'essence dans le moteur. C'est ce qui permet à vos organes de fonctionner. Lorsque vous réfléchissez, lorsque vous marchez, vos organes utilisent du glucose. Et ce glucose, si son fonctionnement, le fait qu'il rentre dans les organes ne se fait pas bien, eh bien ça entraîne toute une série de désordres organiques. Voilà. Alors, globalement, il y a 2 formes de diabète. Si on schématise, il y a le diabète de type 1 qui va plutôt survenir chez le sujet jeune, de la naissance jusqu'à peu près 30 ans. Plutôt d'une morphologie mince. Et ce traitement, c'est vraiment ce diabète, c'est une maladie du pancréas qui va ne se traiter qu'avec de l'insuline. C'est un traitement à vie. Et la forme la plus communément décrite, c'est plutôt le diabète de type 2. C'est le diabète qui va arriver avec l'âge, un peu avec le vieillissement, on va dire, qui va arriver dans un contexte où il y a du surpoids, où il peut y avoir de l'hérédité. Bienvenue, madame, bonjour. Et c'est celui-là que l'on va dépister sur des prises de sang de façon régulière, parce que c'est une présentation insidieuse, c'est-à-dire que ça ne donne pas de symptômes. Anne-Claire. Voilà. Donc ça, c'était une petite photo pour schématiser la différence entre les deux. Vous voyez, le type 2, c'est le colosse en arrière, plutôt en surpoids, qui s'oppose à l'enfant tout mince. Alors, quels sont les chiffres ? Parce que ça, c'est important de le savoir. Vous voyez, dans le monde, en 1985, il y avait 80 millions de diabétiques. Et la projection pour 2030, c'est 438. Donc, c'est une explosion des cas de diabète. Et particulièrement en France, en 2020, il y avait 3,5 millions de diabétiques, soit 5,3% de la population. Et ça, ce sont des données qui sont recensées par l'assurance maladie via l'affection longue durée. Vous savez, quand on est en ALD pour le diabète. C'est comme ça qu'on mesure, en fait, qu'on peut recenser les gens qui sont atteints de diabète. Ce qui veut dire que ça ne prend pas en compte les gens qui ne sont pas déclarés, parce qu'ils sont dans la rue et ça ne se sent pas, et il y a du diabète quand même. Donc ceux-là, on a du mal à les pister et à les dénombrer. On les estime à peu près à 1 demi-million, 500 000 personnes. Donc parmi ces 3,5 millions de diabétiques en France, 90% sont des types 2. Donc on a vu plus tôt le diabète qui arrive avec l'âge, avec le surpoids, avec l'hérédité. Et il y a un pic de fréquence entre 65 et 75 ans.
Et il y a un petit peu plus d'hommes que de femmes. Mais aujourd'hui, dans notre patientèle, on voit des diabétiques de type 2 qui sont de plus en plus jeunes. Et aussi de plus en plus âgés, puisqu'on vit mieux aujourd'hui avec le diabète qu'on ne vivait avec il y a 30 ou 40 ans. Alors, on va faire un petit état des lieux de chaque diabète. Vous n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Tout d'abord, le diabète de type 1, on l'appelle aussi le diabète insulinodépendant, parce que je vous ai dit juste avant que c'était une affection qui ne se traitait qu'avec de l'insuline. Bah oui, parce que c'est une maladie du pancréas. Donc, dans ce type de diabète, le pancréas, qui est le seul organe qui fabrique de l'insuline, ne fonctionne pas, souvent à cause d'anticorps, c'est-à-dire des cellules que son propre corps va fabriquer et qui vont aller attaquer le pancréas. Donc si ce pancréas ne fabrique plus d'insuline, donc l'insuline ne permet plus au sucre de rentrer dans les cellules, et donc il y a une glycémie qui s'élève et un dysfonctionnement des organes très intense. Le traitement, c'est donc l'insuline. Quelle est la fréquence du diabète de type 1 ? Il y a une très nette augmentation, là aussi, des chiffres, comme pour le diabète de type 2, plutôt dans les pays, on va dire, industrialisés, Amérique du Nord, Europe du Nord, mais aussi les Émirats arabes et l'Australie. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Je vous ai parlé des anticorps qui sont fabriqués par le sujet et qui vont attaquer le pancréas. C'est ça, une maladie auto-immune. Et sur ce schéma, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, au fil du temps, depuis les années 1950, là où certaines maladies infectieuses reculent, comme la tuberculose, l'hépatite A, les maladies auto-immunes augmentent, et notamment le diabète de type 1, la maladie de Crohn, et d'autres maladies qui ne sont pas forcément auto-immunes, comme la sclérose en plaques. Donc, il y a une modification de la fréquence des maladies dans le temps. Alors, comment on sait qu'il y a un diabète de type 1 ? Donc là, où tout à l'heure, je vous disais que pour le type 2, il n'y a pas de signe vraiment. Pour le type 1, si, le corps va parler. Donc, ça va toucher un adulte jeune ou un jeune enfant qui va se mettre à avoir soif, qui va se mettre à boire 2-3 litres par jour, y compris la nuit, et qui va vouloir boire du sucre en plus. Donc, ce qui rajoute un effet à l'hyperglycémie. Et donc, cet enfant qui boit beaucoup va faire beaucoup pipi, et il va se mettre à maigrir. Donc là, nous, médecins, on connaît bien ces symptômes, et c'est vrai que ça peut être piégeant dans certains cas. Et pourtant, c'est une urgence vitale parce que cet enfant, il a quasiment plus d'insuline. On ne peut pas vivre sans insuline. Donc là, il faut agir très vite. Ça passe par une hospitalisation, on perfuse et ça rentre vite dans l'ordre. Mais c'est une urgence. Le traitement du diabète de type 1, c'est que de l'insuline et c'est un traitement à vie. Cette insuline, on peut la dispenser soit de plusieurs manières, c'est-à-dire soit en injection, vous connaissez tous les piqûres d'insuline. Donc soit on peut faire plusieurs piqûres d'insuline, soit on peut bénéficier d'une pompe à insuline. C'est cet outil-là, cette petite boîte qui contient de l'insuline qui va être diffusée en continu sous la peau de la personne. Et les réglages de la vitesse de diffusion vont se faire via le patient, un logiciel et aujourd'hui des outils ultra connectés. Enfin, la recherche travaille sur des greffes d'îlots, des greffes de pancréas, mais ça, c'est pas encore, on va dire, de routine. Allez-y. Alors, je voulais vous montrer les différentes pompes à insuline, parce que là, on pourrait y passer la journée à vous décrire ça, tellement il y a de sortes différentes, tellement c'est riche en enseignements. Mais je vous les ai montrées en photo. Aujourd'hui, les pompes à insuline, donc ce sont ces dispositifs-là, ça et ça, sont reliés à des capteurs. Est-ce que vous savez ce que c'est un capteur ? C'est un petit dispositif qui est collé sur la peau du patient, comme ça, ou comme ça, et qui va prendre le taux de sucre sous la peau toutes les minutes et qui va l'enregistrer. Et ce capteur va envoyer le résultat du taux de sucre à la pompe, via souvent
un logiciel inclus dans le téléphone, lequel va régler le débit d'insuline. Donc là, c'est comme, je dirais, du pancréas artificiel connecté. Mais pas un pancréas réel, un pancréas machine. Voilà. Donc ces outils ultra performants sont d'évolution très rapide et soulagent beaucoup les patients. Mais il faut avoir bénéficié d'une éducation, c'est très spécifique, ça se fait à l'hôpital. Alors, on va s'attarder un petit peu plus longuement sur le diabète de type 2, qu'on appelle aussi vulgairement le diabète gras, mais vous pouvez entendre ces termes, hein, ou le diabète de la maturité, c'est-à-dire celui qui va arriver plutôt à partir de 40, 50 ans, voire plus tard. Alors là, c'est quelque chose qui n'a pas de ressenti physique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie insidieuse. On ne sent rien. Ça va être découvert sur une prise de sang. Et puis, si on ne se fait pas dépister, qu'on ne va pas sécher son médecin traitant, ça peut évoluer longtemps avant qu'on en fasse le diagnostic. Et on va identifier des sujets à risque de diabète. On va voir quels sont les risques tout à l'heure. Là aussi, quelques chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, vous voyez. En 35 ans, le nombre a triplé. On est passé de 110 millions à plus de 300 millions de sujets diabétiques dans le monde. C'est une affection extrêmement fréquente et coûteuse. Voilà, les pays les plus touchés qui représentent 68% des diabétiques dans le monde. Et vous voyez, la fréquence du diabète dans le monde, c'est 10%, un peu plus, presque 11%. Donc les pays les plus touchés, on les avait vus déjà tout à l'heure, donc c'est les pays plutôt industrialisés. Donc l'Amérique du Nord, le Mexique, donc là c'est pour d'autres raisons, c'est par rapport au poids, l'Europe et les Émirats arabes. Vous voyez là ? Donc c'est là, il y a à peu près 20% des sujets qui sont diabétiques. Mais la carte n'est pas assez précise, mais ce que je voulais vous dire, c'est que les petites îles, les Fidji, les Tonga, j'en oublie sûrement, c'est 80% de diabétiques. C'est énorme. Alors pourquoi il y a autant de diabète d'après vous ? Parce qu'il y a de plus en plus d'obésité ou de surpoids. Et les deux, il y a un lien très fort entre les deux. C'est ce qu'on appelle le concept de diabète plus obésité égale diabésité. C'est un nouveau mot créé, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Alors, je vous montre la carte de l'obésité. Vous voyez, il y a des similitudes avec la carte du diabète. Les pays les plus touchés, les pays industrialisés, Amérique du Nord, Mexique, Europe, Émirats arabes. D'accord ? On retrouve les mêmes. Globalement, on peut superposer à peu près les cartes. Alors, qu'est-ce que c'est d'avoir de l'obésité ou d'être en obésité ? Ça va se définir de plusieurs manières. L'indice de masse corporelle et le tour de taille. L'indice de masse corporelle, c'est le rapport entre le poids en kilos et la taille en mètres carrés. Donc vous connaissez peut-être le vôtre, ou c'est facile de le calculer. Le poids est normal lorsque l'IMC est entre 18,5 et 25, ou 19 et 25, on va faire un raccourci. Et à partir de 25, on passe dans le surpoids, entre 25 et 30. L'obésité arrive à partir de 30. Et encore là aussi, il y a une continuité dans le niveau de l'obésité. Au-delà de 40, on passe dans l'obésité dite massive ou morbide ou sévère. Et entre 30 et 40, il y a l'obésité de grade 1 et de grade 2. Au-delà de 40, on dit aussi grade 3. Donc ça, c'est la définition par rapport au poids et à la taille. Mais on va mesurer aussi ce qu'on appelle le tour de taille. Parce que pour nous, ça va avoir une importance. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Le tour de taille, c'est facile à faire. Il suffit de prendre 1 centimètre et de mesurer son tour de taille au niveau du nombril. Et il faudrait être à moins de 80 cm chez la femme et 96 cm chez l'homme. D'accord ? Pourquoi c'est important ? Parce que ça va définir une forme de facteur de risque quand on a du surpoids, surtout au niveau du ventre. D'accord ?
Je vois la dame qui lève les yeux. Alors, avant, on disait, vous voyez, soit on est en forme de poire ou de pomme. Bon, c'est rigolo, je l'ai laissé, mais parce que je trouve que ça image bien les choses. Mais la poire, c'est plutôt la morphologie féminine, hein, c'est-à-dire que le pois, il est plutôt en bas, à l'opposé de la morphologie plutôt masculine, où le pois peut être plutôt en haut, le ventre. Voilà. Alors, quels sont les déterminants, c'est-à-dire pourquoi on va un jour développer un diabète? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a aussi la notion de l'hérédité. Hein, souvent, on dit « Ah ben oui, ma maman, elle était diabétique » ou « Mon papa, il est diabétique ». Alors, vous voyez que quand on a un vrai jumeau, le risque de diabète de type 2, c'est 90 à 100%. Donc là, quasiment. Par contre, si vous avez un de vos parents, père ou mère, c'est 30%. Les deux parents, c'est 50%. 50% de risque d'être diabétique. Ça veut dire aussi 50% de risque de ne pas l'être, selon comment je vois les choses. Et voilà, donc l'hérédité, c'est-à-dire ce qui s'est passé chez nos parents, ce n'est pas une fatalité. Ce qui est plus embêtant, c'est quand le poids est de localisation abdominale. On y revient à ce fameux centimètre. Vous avez vu? Donc c'est facile de dépasser le seuil, 96 cm chez l'homme. Eh bien oui, mais plus ce tour de taille augmente, plus le risque de diabète augmente. Là, ça, c'est net. Autrement dit, plus on a de bedaine, plus on a un risque d'avoir un diabète de type 2. C'est plus facilement les hommes, mais les femmes aussi. Hein. Alors pourquoi? Pourquoi cette graisse-là abdominale, elle n'est pas bonne? Eh bien parce que, vous voyez, c'est un organe de stockage. Et ce gras-là, qui est juste sous la peau, eh ben, il va se déverser dans les organes qui sont juste derrière. Et le plus pratique pour ces cellules graisseuses, c'est d'aller se déverser dans le foie. Le foie, il est juste là. Hein. Vous savez que le foie, c'est un organe un peu d'épuration. Hein. C'est la poubelle, un peu, quelque part, ou le filtre. Eh bien, toutes ces cellules adipeuses ou graisseuses vont se déverser dans le foie. On va faire passer l'image suivante. Et vous voyez, donc ça, c'est une image de scanner, hein, vue en coupe devant. Donc le foie est ici sur votre gauche, parce qu'on voit la coupe en miroir. Sinon, le foie est bien toujours à droite. Et on voit que, enfin, ce qui est schématisé, c'est que les cellules graisseuses qui sont devant vont se déverser directement via la veine porte dans le foie. Et ce foie, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Il va grossir. C'est ce qu'on appelle le foie gras, ou en termes médicaux, quand même, c'est mieux, je vous le dis ainsi, c'est ce qu'on appelle la stéatose. D'accord? C'est quand le foie est gras. Alors, c'est pas très bon ça. Hein. Pourquoi? Parce que ces cellules graisseuses, elles vont fabriquer plein de produits inflammatoires qui vont avoir tendance à abîmer les petits vaisseaux, les artères, et à faire des plaques sur ces artères. Donc ça va créer un peu plus facilement des thromboses, c'est-à-dire des vaisseaux qui se bouchent, des vaisseaux qui vont s'épaissir, la dysfonction endothéliale, un peu plus facilement de problèmes de cholestérol ou de triglycérides, et puis une résistance à l'insuline et un diabète de type 2. Autrement dit, avant d'être diabétique, si on a ce surpoids androïde, c'est celui-là qui va préparer le diabète pour plus tard. Parce que, à force que le foie soit gras et stéatosique, eh bien, il va relarguer ce foie ces paramètres de l'inflammation, des triglycérides, du cholestérol et au bout d'un moment, du sucre. Et c'est comme ça que le diabète arrive. D'accord? Donc là, vous voyez l'importance que ça a de perdre du poids. Là, j'avance un peu sur le traitement, mais quand on a compris ça, on le comprend très vite. Alors, si on essaye de décortiquer le mécanisme, là où avant, dans le diabète de type 1, on manquait d'insuline, et donc elle n'était pas là, le glucose ne pouvait pas rentrer dans les cellules. Là, le mécanisme n'est pas le même. Il y a de l'insuline, mais elle ne peut pas bien faire son travail parce qu'il y a trop de choses, il y a des corps gras qui vont l'empêcher
de se fixer sur la cellule pour faire rentrer le glucose. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Alors, oui, le sucre dans le sang, ça va circuler dans tous les organes. Et donc, c'est une maladie, le diabète, qui peut avoir un retentissement sur plusieurs organes. C'est ce qu'on va appeler une maladie métabolique. C'est quand un produit passe par le sang, le produit métabolique, et qu'il va avoir une action sur des organes à distance. Alors, c'est ce que ça entraîne, c'est ce qu'on appelle les complications. C'est ce qu'on recherche médicalement, c'est ce que vous font faire vos médecins quand ils vous font aller chez le cardiologue ou qu'ils vous examinent les pieds. On va chercher des conséquences éventuelles de l'excès de sucre. Mais on sait que le fait d'avoir un diabète de type 2, ça multiplie le risque d'accident vasculaire cérébral. Ça va multiplier le risque d'avoir un électrocardiogramme anormal, d'avoir de l'hypertension, d'avoir de l'artérite. Et donc, ça multiplie le risque d'avoir un problème cardiaque et donc de décès d'origine cardiovasculaire. Et le risque d'amputation. C'est multiplié, le risque d'AVC. Il y a une erreur. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va appeler les complications macrovasculaires. C'est plutôt des gros vaisseaux et c'est plutôt celles que le diabétique de type 2 va faire. Alors qu'il y a aussi les complications microvasculaires, des petits vaisseaux qui sont plus l'apanage du diabète de type 1. Mais encore une fois, on peut avoir les deux. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être plus une atteinte des yeux, ce qu'on appelle la rétinopathie, une atteinte des reins, la néphropathie, une atteinte de la fonction érectile, une atteinte de la sudation au niveau des pieds, de la sensibilité au niveau des pieds, la neuropathie. D'accord ? Alors ça, souvent, les plaies des pieds, on entend « Oh là, j'ai peur d'être amputé », tout ça. Bon, c'est pour ça qu'il faut être éduqué pour bien examiner ses pieds et en prendre soin. Parce que, oui, il peut y avoir des anomalies liées au diabète au niveau des extrémités. Ces anomalies peuvent être de plusieurs sortes. Une anomalie des artères, si les artères sont bouchées ou épaissies, le sang circule moins bien. C'est ce qu'on appelle une artériopathie. Et on peut avoir aussi une anomalie nerveuse, on sent moins bien, c'est une anomalie de la sensibilité. Eh bien, ces deux facteurs peuvent se combiner et faire en sorte que la statique, c'est-à-dire l'assise du pied, se déforme avec le temps. Et donc, si l'appui du pied se déforme, il va créer des points d'appui dangereux à risque de plaie. Donc, on regarde les pieds, on essaye d'avoir des chaussures adaptées, voire des semelles ou des chaussages particuliers pour que ces malformations ou ces déformations qui peuvent venir avec le temps n'aient pas de conséquences en termes de risque de plaie. Alors, les complications, voilà, je suis obligée de vous les citer, mais c'est quand même dans le monde la première cause de cécité, le diabète. C'est la première cause d'insuffisance rénale, de dialyse. Et puis, c'est la mortalité cardiovasculaire 2 à 4 fois plus importante, 6e cause de décès et une espérance de vie réduite. Mais ça, encore une fois, ce sont des chiffres globaux qui ne font pas la différence entre les pays qui prennent bien, où on peut se le prendre en charge, versus ceux où ce n'est pas le cas. Évidemment, ça change tout. Alors, quelle prise en charge proposer ? C'est déjà d'être dépisté, parce que quand on sait tout ça, on va peut-être plus avoir envie de se faire dépister et suivre que si on ne le sait pas. Donc, on va dépister les gens qui ont une hérédité. Bon, les parents sont diabétiques, les frères et sœurs, là, on va dépister la famille. On va dépister la personne qui va avoir tendance à être en surpoids, donc à partir de l'indice masse corporelle supérieur à 27 ou le tour de taille supérieur à 80 chez la femme, 96 chez l'homme. Les femmes qui ont eu aussi un diabète de grossesse ou qui ont eu des bébés de plus de 4 kilos,
elles ont elles aussi, sur le tard, un risque plus important d'être diabétiques. On va rechercher aussi un diabète chez quelqu'un qui va avoir de l'hypertension, ce qu'on appelle des maladies cardiovasculaires, des maladies cardiaques, du cholestérol, des triglycérides. Et chez ceux qui combinent tout ça, parce que c'est souvent le cas, ou ceux qui ont de la corticothérapie, ça c'est de la cortisone, ça peut arriver. Donc la cortisone peut faire développer un diabète chez une personne à risque. Alors, une fois qu'on a dépisté, quel va être le traitement, quel va être l'objectif? L'objectif, ça va être de normaliser le taux de sucre le plus possible. Et notre paramètre de surveillance, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Donc ça se mesure dans une prise de sang, ou HbA1c, c'est ce qui va déterminer la moyenne du taux de sucre dans les 3 mois qui précèdent sa réalisation. Globalement, il faut être à moins de 7%, entre 6 et 7%, pour qu'on puisse dire médicalement le diabète est correctement équilibré. Mais c'est un niveau de résultat qui est individualisé. Chez les personnes très jeunes, on va exiger qu'il soit plus bas vers les 6, et plus la personne est âgée avec des maladies, on va tolérer un niveau un peu plus haut, 7 jusqu'à 8 parfois. Voilà. Et on va s'affairer à traiter aussi les autres facteurs de risque que le diabète, c'est-à-dire la tension, le cholestérol, le poids, l'apnée du sommeil, souvent. Voilà. Ensuite, évidemment, mais en même temps, j'aurais dû dire, vraiment le pilier de la prise en charge, ça va être l'hygiène de vie, dont la diététique fait partie. On parle de diététique, on ne parle pas de régime. Pourquoi ? Parce qu'on veut que l'objectif, c'est que la personne à qui on demande de modifier son alimentation soit observante, qu'elle puisse suivre les conseils. Donc il ne s'agit pas de la mettre dans une situation drastiquement de privation. Voilà. Donc la prise en charge va être individuelle. On va travailler sur des enquêtes alimentaires, on part des habitudes du patient, puis on va essayer d'adapter avec le temps une prise en charge personnalisée, pour que les habitudes alimentaires puissent perdurer dans le temps. C'est ça l'objectif. Progressivement, et donc là j'avais parlé de l'Urmea, ce que vous a présenté Amélie, ici que l'on propose dans la clinique, c'est une structure d'accompagnement, parce que tous les gens qui sont diabétiques ou en surpoids ou à risque devraient se voir proposer ce genre de prise en charge, d'accompagnement, parce que si on ne sait pas tout ça, on ne peut pas optimiser soi-même sa propre prise en charge de l'hygiène de vie. Et c'est toujours mieux quand on comprend sa pathologie ou quand on l'évite, surtout. Alors, donc, la diététique, je passe, là, légèrement hypocalorique, réduire les produits sucrés et les graisses. Je voudrais préciser que souvent, les patients font un amalgame entre « j'ai du diabète » et pourtant, je consomme pas de sucre. Oui, mais c'est pas parce qu'on consomme pas de sucre qu'on n'a pas de diabète, forcément. Le diabète peut survenir parce qu'on a une alimentation grasse, parce qu'on a un surpoids. Donc il n'y a pas de lien, forcément, entre les deux. Évidemment que si on mange très sucré, ça rajoute du problème au problème, mais il n'y a pas de lien direct entre la consommation de sucre et la survenue du diabète. Ça, je laisserai les diététiciennes vous l'expliquer ultérieurement, c'est la pyramide alimentaire. Donc vers le haut, c'était les aliments les plus, on va dire, occasionnels, les sucreries, les choses très riches en sucre et en gras. Et puis ici, vers le bas de la pyramide, ce qu'il faut privilégier au quotidien. Les céréales complètes, les légumes, les fruits, les protéines, un petit peu de tout, sans se priver de temps en temps du haut de la pyramide. Alors l'autre versant, c'est aussi l'activité physique. Il y a depuis quelques années la possibilité d'avoir une prescription médicale de sport sur ordonnance. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'est-à-dire qu'on va prescrire, le médecin va prescrire une activité physique comme il vous prescrirait un médicament. C'est pour dire que c'est important. C'est aussi important d'avoir de l'activité physique que de prendre un médicament.
C'est possible dans certaines villes, pas partout encore malheureusement, mais ici à Brive, on peut le proposer. Donc bouger, bouger c'est consommer son énergie, c'est consommer son taux de sucre et c'est le faire baisser. Donc c'est tout bénéfice de bouger. Et alors bouger, évidemment, pour être adhérent au mouvement, il faut privilégier celui qui va plaire. Ça ne sert à rien de se mettre au golf si ça ne nous plaît pas ou à la piscine. Il faut vraiment essayer d'aller vers ce qui nous procure du plaisir. Le plus simple étant la marche. 30 minutes de marche tous les jours, c'est ce qui est recommandé. Il n'y a pas besoin d'équipement à part des baskets et puis un bon kawaii quand il pleut, c'est tout. Voilà. Alors après, au plan médical, vous allez avoir un suivi de prise de sang tous les 3 mois, une prise de sang complète annuelle où on va regarder le taux le cholestérol, les triglycérides, le fonctionnement du rein. On va aussi prévoir un électrocardiogramme, un examen des yeux et puis un bilan cardio plus complet tous les 3 à 5 ans selon votre cas particulier. Les traitements, donc il y a beaucoup de traitements disponibles aujourd'hui chez les diabétiques de type 2. Je m'excuse pour la clarté qui n'est pas optimale, mais si je peux vous faire un résumé, globalement, on va essayer de combiner les traitements avec des modes d'action différents dans l'idée de faire perdre du poids, faire perdre cette graisse androïde. Donc il va y avoir des médicaments qui ont des actions au niveau du foie, c'est ce qui s'appelle la metformine, globalement, et des médicaments qui vont réduire l'appétit. Ça, c'est surtout des injections, ici en haut à droite, une fois par semaine, qui vont, si vous avez moins faim, vous mangez moins, vous perdez du poids, vous réduisez vos graisses abdominales, votre glycémie baisse, vous avez un foie plus déchargé. Et puis après, il y a pléthore d'autres médicaments qui vont agir plus sur le pancréas, qui vont agir sur l'excrétion du sucre par le rein. Voilà. Tout ça, votre médecin va le choisir en fonction de votre profil, de votre tolérance, de vos analyses, de l'ancienneté de votre diabète. Et puis enfin, il peut y avoir dans le temps besoin d'un recours à l'insuline, y compris dans le diabète de type 2, parce qu'avec le temps, au bout de 10 ans en moyenne, après le diagnostic d'un diabète, le pancréas peut ne plus fonctionner et on est obligé d'apporter de l'insuline. Donc ce n'est pas un facteur de risque que d'avoir de l'insuline, ce n'est pas que c'est plus grave, c'est juste que ça correspond à un besoin à un moment donné. Ensuite, je voulais conclure en vous parlant de la chirurgie bariatrique. Est-ce que vous connaissez ce terme ? C'est la chirurgie amaigrissante, on va dire. Le traitement chirurgical de l'excès de poids ou de l'obésité, qu'on appelle la chirurgie métabolique parce qu'elle est ultra efficace quand on a un diabète de type 2 et de l'obésité. Donc, c'est le traitement le plus agressif, mais le plus efficace pour réduire, voire faire disparaître un diabète de type 2 que d'avoir une sleeve ou un bypass. Donc, ça va se proposer aujourd'hui presque au premier plan que les traitements. Évidemment, il faut certaines conditions, un certain niveau de poids, il faut que le patient ait compris, voilà. Il y a tout un process, mais c'est aujourd'hui une prise en charge qui va se mettre au même niveau que les médicaments. Donc en conclusion, je dirais que le diabète est une maladie pour laquelle la prévention des sujets à risque va être très efficace. Savoir agir sur son hygiène de vie en amont, savoir qu'on est potentiellement à risque, c'est se prémunir sur la survenue éventuelle de la maladie, qui n'est pas obligatoire. Se faire dépister peut-être ses ascendants, ses descendants, quand on est au courant de tout ça. Et puis surtout, ne pas banaliser, parce que vous avez vu, le risque des complications, il est là quand même. Mais il y a beaucoup d'espoir, parce que quand on se fait bien suivre, qu'on est bien équilibré, on vit aussi longtemps que les autres. Ça, c'est génial. Et ça va passer par l'éducation thérapeutique, le fait de savoir, de se prendre en charge pour être acteur de sa pathologie et pas passif. Voilà. Donc j'en ai terminé, mais
ça serait bien si certaines personnes voulaient témoigner ou poser des questions ou raconter leur expérience dans ce cadre-là. Voilà. Petite question, le diabète de grossesse, ça arrive comment ? Ça arrive comment ? Ça arrive pendant la grossesse, déjà. C'est Merci. une particularité. Oui, il y a des facteurs de risque de faire un diabète pendant une grossesse. Le premier, c'est l'âge. Aujourd'hui, à partir de 30 ans, une femme qui veut procréer, elle est déjà un petit peu vieille. Oui, c'est vrai. Et plus elle va aller entre 30 et 40, voire 45 ans, plus le risque de diabète potentiel au cours d'une grossesse augmente. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, si elle a des facteurs de risque familiaux, des antécédents au premier degré, parents, frères, sœurs, diabétiques de type 2, le risque se majore. Et s'il y a un surpoids, ça se majore. Et s'il y a une hygiène de vie, ou peut-être il n'y a pas beaucoup de mouvements, ça se majore. Voilà. Donc aujourd'hui, toutes les femmes enceintes bénéficient d'un dépistage du diabète gestationnel. Et bon, ça doit être un épisode pendant la vie génitale qui peut faire prendre conscience de l'hygiène de vie, parce que on sait que plus tard, il y a un risque de diabète de type 2. J'ai répondu ? D'autres questions ou remarques ? Voilà. Merci. Oui, donc moi je suis diabétique depuis plus de 30 ans. Et j'ai découvert, en venant vous voir, vous m'avez fait découvrir Urmea, ce qui est vraiment une chose qui m'a fort intéressé, qui m'intéresse encore. Je pense que c'est tardif, mais tant pis. Ça permet, comme vous le disiez si bien, de prendre conscience de se taper un petit peu sur soi et puis de dire il faut y aller, parce que faut pas tout attendre des médicaments et des médecins. Il faut se prendre en charge. Et tout ce que vous faites au niveau des modules et tout ça, je trouve ça très très bien. Ce sont des échanges avec les animateurs qui sont vraiment d'un très bon niveau. Est-ce que vous pourriez dire, déjà merci pour votre remarque, est-ce que vous pourriez dire que ça a changé votre vision de la pathologie ? Oui. Oui. Dans quel sens ? Déjà le traitement, vous m'avez modifié, oui. Et la prise en conscience des repas, l'activité. Ouais. Et c'est vrai que les repas, c'est pas un régime, parce que les régimes, on entend parler partout. Mm-hmm. Là, c'est vraiment un équilibre alimentaire. C'est prendre conscience de ce qu'il faut faire ou pas faire, ou on a le droit de le faire, mais voilà, avec une modération. Une fois par semaine, voilà, ouais. Se faire des plaisirs. C'est vraiment ce qui est formidable, quoi. Donc bravo, parce que c'est vraiment un super truc. Bon, qu'on ne voit pas ailleurs. Il faut dire tout ça à l'équipe qui a créé tout ça. Moi, je suis que le représentant médical, mais c'est vrai que ça a été un travail de collaboration pour créer tout ça. Mais les autorités savent que c'est important, parce que le diabète est une pathologie qui a un coût, clairement. Donc, réduire les complications, c'est réduire les coûts. Bien sûr. Et on réduit les complications en sachant mieux prendre en charge sa pathologie. Et puis, c'est vraiment tout bénéfice pour le patient, ça c'est clair. Voilà. Donc, c'est pas encore suffisamment développé et connu. Ça prend du temps d'expliquer ce que ça comporte, le fait d'avoir une éducation à l'Urmea ou ailleurs. Et voilà, mais bon, on va progresser pour faire diffuser l'information. On va s'aider de nos partenaires infirmières libérales. Donc je rappelle que c'est sur une prescription médicale, mais très, très basique, très simple. Il suffit juste que votre médecin autorise que vous veniez, le sache, soit d'accord pour venir. Moi, j'ai pas de patient qui soit suivi à l'Urmea. J'espère que vous allez faire en sorte qu'il y en aura. Je vais mettre une affiche au cabinet. Oui. Une question. Il m'est arrivé de constater une différence de glycémie entre capteurs
Oui. et le capillaire. Et le Oui. capillaire. Et Et ça, oui. souvent, c'est cette question, on me dit, et pourquoi Sophie Et pourquoi? Et moi, je ne sais pas toujours répondre. Eh bien, c'est bien, c'est une bonne question. Alors, la glycémie au bout du doigt, hein, c'est ce qu'on appelle la glycémie capillaire, et la glycémie avec le capteur, c'est le dispositif que je vous ai montré sous la peau. En fait, ça ne mesure pas dans le même liquide. La glycémie capillaire, vous mesurez dans le sang, donc c'est un paramètre immédiat, alors que le capteur, c'est sous-cutané dans le liquide interstitiel. Donc, il y a du retard. Voilà. Mais on ne peut pas dire que c'est que l'un ou l'autre ne soit pas juste. Non. Voilà. En fait, souvent c'est la une question histoire qu'on me pose. Donc, de quelle est- cinétique. Et plus la personne va faire le contrôle à un moment où la glycémie est ou haute ou basse, et plus la différence va être importante. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est tenir compte avec le capteur de la flèche. Parce que si vous êtes à 3 grammes en capillaire et à 2 grammes au capteur, mais que ça monte, ça va vraiment dans le même sens. C'est ça qu'il faut voir surtout. D'accord. Et à l'inverse, dans la glycémie basse, le capteur peut être en retard et vous ne sentez pas bien. Et il vous dit 0,90. Donc dans ces cas-là, c'est plus la capillaire qui a raison. Donc tout ça, c'est l'éducation en fait qui fait qu'on comprend aussi le système. Mais c'est pas qu'il est faux, c'est juste que ça mesure pas la même chose. Il y a un décalage. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi apparemment je suis pas diabétique. Je suis pas. Ce matin, j'étais à Leclerc et ils m'ont piqué le doigt et le résultat était salé. Mais par contre, je fais de l'hypertension et aussi j'ai, comme vous dites là, le tour du ventre qui est bien chargé. Alors bon, ça me pose question. Et c'est peut-être que si je faisais moins de tension, et si j'avais moins de... Alors c'est par rapport à peut-être la diététicienne qui va suivre, peut-être que là j'aurai des réponses pour moi. Déjà, je dirais que c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous. De quoi? Il n'y a pas de diabète? Non, il n'y a pas de diabète. Voilà, fort Mais heureusement. par contre, ce que je voulais savoir, c'est quand on me pique le doigt Oui. et une prise de sang, ça donne le même résultat? Non, pas vraiment. En fait, le dépistage, c'est un taux de sucre à un moment T. D'accord ? Donc, il suffit que vous ayez marché après le petit-déj, que vous ayez eu de l'activité physique, elle va être normale. Mais si vous faites une prise de sang, peut-être à jeun, elle va être un peu supérieure à 1 gramme, vous voyez ? Donc, ça veut dire que vous avez un risque, mais sans l'être encore. D'accord. Voilà. Donc le mieux, c'est quand même de faire une prise de sang parce que, comme vous l'avez dit, vous avez un peu des facteurs de risque. L'hypertension et le surpoids abdominal. Donc le mieux, c'est de faire une prise de sang, mais en sachant que là, comme vous étiez normal, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de grande inquiétude à avoir. Non, voilà. Voilà. Ouais, non, mais d'accord. bon, J'espère que j'ai répondu à peu près à votre question. Oui, bien sûr. Merci. Par contre, vous pouvez quand même venir dans le dispositif, parce que c'est pas que sur le diabète. L'Urmea, c'est diabète, et puis ça peut aussi aider à, et la prévention. à faire cette prévention nécessaire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez quand même vous inscrire dans le dispositif par l'intermédiaire d'une ordonnance de votre médecin traitant et venir suivre des conseils dans un premier temps hygiéno-diététiques pour éviter, ce que vous disait le docteur tout à l'heure, pour éviter peut-être plus tard de développer des facteurs aggravants. Et à mon médecin, il faut que je lui demande une prescription de... Vous demandez juste une prescription pour Oui, on peut qui la vous lui donner, adresse. d'ailleurs, On a même un formulaire tout prêt. Voilà. Bon, demande toujours l'accord du médecin parce que c'est normal aussi que le médecin soit pas exclu du diagnostic, enfin de la prise en charge, mais on peut vous le faire comme ça. Pas de souci. Si vous le souhaitez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à diffuser ces infos parce que c'est vraiment un travail de chacun. Ça fait partie d'une politique médicale de prévention qu'on devrait appliquer plus souvent, je dirais. Prévenir avant que d'avoir à traiter. On en reste là ? C'est bon ? Très bien. Eh bien, merci.